Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence, sur cette table ronde, pardon, sur la rédaction et valorisation des déchets, de les voir un peu comme un nouveau levier de performance en fait. Donc je me présente, je suis Alice Mariette, je suis la rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Au cœur du CHR, donc de la presse professionnelle pour les gérants de la restauration. On fait partie d'un groupe de presse qui s'appelle Au cœur des villes. On a aussi le magazine YAM, on a le journal L'Auvergnat de Paris et une lettre professionnelle qui s'appelle Décision Business. Donc je suis accompagnée de trois intervenants intervenantes. On a Laura Marchal, donc Stéphane Martinez et Vincent Lioni. Je vais vous laisser vous présenter rapidement en un mot, que vous disiez ce que vous faites et vos organisations. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laura Marchal, je représente Sodexo. Je suis directrice partenariat et innovation. Euh, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet des biodéchets. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Martinez. Je suis le président de la commission RSE du GHR, le groupement hôtelier restaurateur, qui représente un syndicat professionnel. À peu près 20 000 adhérents au niveau national, entre hôteliers, restaurateurs, traiteurs, discothécaires et activités de plein air. Voilà. Et cette commission gère tout ce qui est RSE au sein de notre organisation. Voilà. Pour préciser, ça devait être Rachel Bouvard, comme vous voyez sur l'image. Voilà, mais Stéphane la remplace et va répondre aux questions de la même façon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Vincent Lioni, je suis le directeur du développement et du partenariat de la société Tri-Environnement, une société qui gère vos biodéchets alimentaires et qui les transforme en gaz et en fertilisants, et de façon locale puisque nous sommes implantés dans les Yvelines. Parfait. Alors, pour commencer sur les objectifs de la table ronde, nous, l'idée, c'est de montrer que la gestion des biodéchets, c'est pas seulement un enjeu environnemental, c'est pas seulement une contrainte, ça peut aussi être un levier opérationnel et économique. Donc, l'idée, c'est de partager des retours d'expérience concrets et vous donner des clés pratiques pour passer à l'action. Rapidement, un petit peu de contexte avec ce chiffre de l'ADEME. Donc 1,9 million chaque année de tonnes de déchets sont générées par l'hôtellerie-restauration. Donc il y a un triple impact en fait à ces tonnes de déchets. Le coût de la gestion, évidemment, c'est des émissions de CO2 et c'est aussi une perte pure de ressources en fait. Donc l'opportunité ici, c'est de voir comment on peut transformer ces flux en valeur. On a mis à peu près 3 grands axes. Et le premier, c'est l'amont, travailler sur l'amont. Et donc, pour commencer cette réduction du gaspillage, Laura, vous prenez une approche plutôt globale. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment réduire en amont, que ce soit côté cuisine, côté client, etc. Alors effectivement, on a une approche globale, on a un programme global qui s'appelle Waste Watch qu'on a mis en place il y a de nombreuses années, qui aujourd'hui implique 7000 sites dans le monde et 1500 sites en France. Et donc quand on dit approche globale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, d'abord pour réduire, ensuite pour mesurer, pour agir et enfin pour valoriser. Donc tout d'abord pour limiter, on a mis en place l'outil PowerChef qu'on a développé en interne chez Sodexo pour mieux anticiper la fréquentation dans les restaurants. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'a pas été produit. Donc tout d'abord, on va réduire la surproduction. Ensuite, on ne peut pas réduire également ce qu'on n'a pas mesuré. Donc on va faire en sorte d'équiper les sites pour qu'ils puissent réaliser plusieurs mesures à plusieurs étapes. D'abord quand ils produisent. Alors en général, on considère dans la profession, en tout cas dans la restauration collective, que ça représente en général 5% des biodéchets au niveau de la production. Donc c'est essentiellement des épluchures. Ensuite, en fin de service également, on va mesurer la surproduction. En général, on est plutôt là autour de 35%. Et donc il reste ensuite tout ce que les convives laissent dans les assiettes, qui représente donc, je vous laisse calculer, 60%. Donc une fois qu'on a réalisé cela, c'est vrai qu'on a de plus en plus intérêt à mesurer plus finement encore tout ce qui reste dans les assiettes des convives. Et donc là, typiquement, on va pouvoir s'appuyer sur la technologie et utiliser de nouvelles solutions. Comme d'ailleurs, il y a un exposant qui est là sur le salon aujourd'hui qui s'appelle Kikléo, avec lequel on collabore. Et donc, on met en place des kiosques en fin de parcours, ce qui a aussi l'avantage, au niveau de la dépose plateau, ce qui a aussi l'avantage de permettre d'impliquer les consommateurs, ce qu'on ne faisait pas beaucoup auparavant.
de pouvoir aussi communiquer sur l'effort collectif pour réduire, rendre ça vraiment très concret et surtout capturer de la data très précise, ingrédient par ingrédient, pour pouvoir ensuite informer des plans d'action avec les équipes sur site pour se dire qu'il faut revoir peut-être le format des ingrédients qu'on met dans les assiettes, la façon dont on travaille ces ingrédients, donc revoir les recettes, revoir également les portions qui sont servies, même les façons de servir. Donc il y a voilà, toutes ces actions qu'on peut mettre en place grâce à la data qui est collectée lors de ces mesures. Donc ça, c'est très, très précieux. Et donc concrètement, si je prends un exemple sur le premier site sur lequel on a mis en place cette solution, en octobre dernier, on était à peu près à 34 grammes par convive, par repas de gaspillage de biodéchets. Et en février, on est descendu à 26 grammes, donc c'est assez significatif en seulement quelques mois. Donc on a une réduction moyenne d'à peu près 6,5% par mois. Donc c'est vraiment génial de pouvoir utiliser des technologies comme celle-ci pour progresser. Donc voilà, un petit peu sur l'amont. Parfait. Au niveau de la branche, Stéphane, c'est un peu le nerf de la guerre de ne pas gaspiller. On s'entend qu'il y a beaucoup de bon sens aussi là-dessus. Mais comment ça se passe justement de façon globale ? Au niveau de la branche, on a déjà, nous, acté une opération pilote en 2014. Donc on a pas mal de retours d'expérience. On a mis en place le tri, la collecte et le traitement des biodéchets avec la ville de Paris, la région Île-de-France, l'ADEME et les syndicats de traitement. Et à l'intérieur, il y avait un travail sur justement le gaspillage alimentaire et les ratios. Donc on avait sorti des ratios par rapport à la restauration traditionnelle, haut de gamme ou alors rapide. Un petit peu de perte en gaspillage alimentaire. Après, le retour d'expérience a été de les faire passer du sac noir au sac transparent. Donc ça leur a donné une vision un petit peu de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc automatiquement, les cuisiniers, ils ont été voir ce qu'ils avaient en retour de salle dans les sacs des rochages des serveurs. Et quand ils s'apercevaient qu'il avait énormément de frites ou de boulebourg, ils pouvaient se poser la question sur peut-être réduire les portions. On a pris parti, nous, en tant qu'organisation professionnelle, de dire il y a une réglementation, il va falloir que vous y alliez. Le gaspillage alimentaire, de toute façon, nos professionnels, les petits indépendants, sont à l'affût de leur marge, ils sont aiguisés, ils savent combien leur ramène un œuf maillot. Donc à un moment donné, si l'œuf maillot il a un coef de 1 et qu'il se retrouve avec un coef de 0,2 parce qu'il jette tout, il en produit plus, à la fin de l'année, en général, il y a un fonds de commerce à vendre. Donc on a plutôt été à ce niveau-là en leur mettant les outils à disposition pour qu'ils puissent, eux, travailler sur le gaspillage alimentaire, aussi bien au niveau du travail de la matière entrante, c'est pareil, beaucoup de fruits et légumes, qu'est-ce que vous pouvez faire avec derrière ? Les retours aussi sur le pain, il y a aussi des acteurs qui sont partis sur le gaspillage du pain, on peut aussi faire des desserts avec du pain perdu. Donc vous voyez, c'est un peu toutes ces petites images-là qu'on leur a amenées, mais on a quand même poussé, nous, sur la sensibilisation et l'optimisation du gaspillage alimentaire, leur dire, vous connaissez vos ratios, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, ce n'est pas des usines à gaz comme Sodexo, ce n'est pas des grandes majors, si vous voulez. Enfin, excusez-moi pour usine à gaz, mais ce n'est pas des gros restos. Nous, c'est un petit... Non, le fond n'est pas mal. C'est un patron, 2, 3 salariés, 4 salariés, voire plus. Donc voilà, il y a de la proximité, il y a tous les jours le patron qui va venir mettre son nez en cuisine s'il n'est pas cuisinier. Donc vous voyez, voilà ce qu'on a essayé d'amener, nous, en termes de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Mais on a eu aussi des retours d'expérience, je ne vous donnerai pas de nom de certains professionnels, qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de boulebourg à l'intérieur du retour des assiettes. Mais il s'est aperçu que le moule à boulebourg qu'il mettait dans son plat, il faisait 120 grammes, il l'a changé à 80 grammes. Et l'air de rien, tu gagnes 20 grammes. Et puis, commercialement parlant, c'est un peu les retours qu'on a, tu peux aussi offrir une petite portion en plus si ton client te la demande. Et c'est toujours ce que tu jetteras pas et ça ne te coûtera pas d'argent. Et jeter dans notre profession, c'est rare. On préfère manger la nourriture ou la donner que de la jeter. Et puis ça nous coûte de l'argent. C'est sûr. Mais après, comme vous disiez, ils ne se rendent pas forcément compte. L'idée du sac transparent, c'est un peu d'être face à ce gaspillage-là, vraiment visuel, quoi. Oui, visuel. Et puis derrière aussi, on a intégré dans cette démarche-là la collecte des biodéchets derrière. Donc automatiquement, voilà, il y a un effet de levier très important. Et jeter de la nourriture, ça se fait pas. C'est une matière première secondaire. Ça semble aberrant d'imaginer ça, c'est sûr. C'est une matière première secondaire derrière. Voilà. Tout à fait. Vincent, vous, est-ce qu'il y a des solutions techniques ou des outils qui permettent de réduire le gaspillage à la source et quels sont-ils ? Bien sûr. Alors chez Tri Environnement, en fait, on met à disposition de nos clients un portail client. Un portail client, c'est pas une simple plateforme
on pourrait historiquement mettre un archivage de factures. Bien au contraire, c'est un tableau de bord stratégique. Et donc sur la partie gaspillage alimentaire, on va mettre par exemple en avant le rapport qu'on évoquait tout à l'heure, grammage ramené en fait, au repas, à l'assiette. C'est en fait le juge de paix. Si vous sortez 180 grammes de déchets alimentaires sur votre assiette et que l'ADEME vous dit que bah non, c'est normé plus à 110 grammes dans votre secteur d'activité, bah en fait, on a juste pointé une marge de progrès. Et donc ça, c'est hyper important. De la même façon, on a fait aussi une équivalence matière-euro. Lorsqu'on dit à un chef ou un responsable d'établissement, bah, on va regarder juste en fait, ce que vous jetez et puis on va le transformer, en fait, bah, ces éléments, ces indicateurs en euros et non plus en matière première. Le jugement se fait aussi radical. C'est qu'effectivement, le regard sur le gâchis alimentaire, mais il est juste immédiat. Donc en fait, ce portail client, c'est un vrai outil technique qui permet de mettre en exergue des problématiques, des problématiques avec justement des objectifs chiffrés qu'on peut mettre en place. Que ce soit effectivement la baisse de ration, l'agence de port à midi, on va peut-être arrêter puis on va passer à autre chose. Enfin voilà, ce genre de choses. Oui, vraiment pareil, du très concret, en fait, de changer un ingrédient pour un autre, etc. Le visuel est quelque chose qui parle. Donc, quand on invite en fait nos clients à regarder dans leur poubelle, visuellement, de regarder en fait ce qu'on jette, on est tous, je crois, un petit peu kinesthésiques. Et donc, quand on voit, on comprend beaucoup mieux. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et donc, quand je vois en fait le volume que représente en fait la gâche alimentaire, on a juste en fait cette marge de progrès qui est devant nous. Très bien. Une fois qu'on a réduit le plus possible en amont, il en reste quand même forcément un peu ou beaucoup. Laura, est-ce que c'est possible d'intégrer le retour sur investissement dans le calcul de la performance globale ? Alors, non seulement c'est possible, mais surtout c'est indispensable, effectivement, quand on veut piloter la performance. Il faut intégrer une dimension économique, oui, mais il faut aussi intégrer la dimension environnementale et la dimension opérationnelle. Et si on n'intègre pas les trois piliers, on va avoir du mal à piloter la performance. Je pense que ce qui est important d'abord, c'est de changer de regard. Et on l'a dit, effectivement, un déchet, c'est d'abord un coût caché. C'est quelque chose qu'on a acheté pour rien. C'est aussi un déchet il va falloir mettre en place tout un système pour le trier. Et avec en plus une réglementation qui est de plus en plus exigeante et qui représente un risque financier absolument réel pour les restaurateurs. En restauration collective, pour les infractions les plus graves, ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende. Donc pour un restaurant, c'est monstrueux. Et au-delà de tout ce qui est réglementaire, c'est aussi tout ce qu'on paye derrière pour transformer le déchet en soi. Donc évidemment, il y a un réel coût. Et chez Sodexo, en fait, avec le programme WasteWatch dont je vous parlais tout à l'heure, on a mis en place un véritable pilotage par la donnée. Donc on va faire en sorte de mesurer en fait les gains grâce à des indicateurs et des baselines sur la partie économique, la partie environnementale et la partie opérationnelle. Et concrètement, pour les sites qui ont mis en place le programme, on atteint en général 50% de réduction du gaspillage alimentaire dans la durée. Donc c'est vraiment très efficace. Et donc on parle plus vraiment de ROI financier, mais vraiment de retour sur impact. Donc impact environnemental parce qu'effectivement on a utilisé en amont moins de matières premières, moins d'eau, moins d'énergie. Et puis ensuite on a utilisé aussi, on a plutôt rejeté moins de carbone ensuite dans la production et le traitement de ces déchets. Ensuite, d'un point de vue des opérations aussi, les équipes sont mieux équipées, puis elles ont moins à gérer de surproduction. Donc ça leur simplifie aussi la vie. Donc on est plus efficace dans les process et dans la façon de servir, c'est plus fluide aussi. Et puis il y a je trouve une vraie fierté aussi des équipes. On arrive à engager vraiment les collaborateurs quand on arrive à progresser comme ça. Et puis évidemment, au niveau de la satisfaction des convives, c'est évident qu'il y a un impact aussi. Donc je pense que c'est en combinant toutes ces dimensions qu'on arrive vraiment ensuite à réconcilier la performance économique, la rentabilité avec la durabilité. Ça fait un point avec la question que je voulais vous poser, Stéphane, sur le côté aussi peut-être gain indirect, l'attractivité justement que ça permet d'avoir ces démarches RSE auprès des clients et des salariés aussi. L'impact RSE auprès des clients et des salariés. L'impact indirect, en fait, qui ne soit pas que financier. Il peut aussi être justement ce qu'on disait sur les... Oui, l'impact, aujourd'hui, nos professionnels s'engagent quand même
tous à travailler des produits bruts, locaux, si possible bien produits. Donc derrière ça, le personnel aussi est impliqué dans ces démarches-là aujourd'hui. Les professionnels, au niveau du recrutement, sont à l'écoute aussi de leurs salariés beaucoup plus aujourd'hui, s'ils veulent les garder. Il faut faire des actions qui sont cohérentes. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'engagent aussi dans des démarches de labellisation. Donc ça rentre dans les démarches de labellisation au niveau de l'attractivité des salariés. Ça va aussi derrière au niveau de la... Quand on parle de rentabilité, pour les petits adhérents et les petits professionnels de la restauration, de l'hôtellerie ou les petits traiteurs, on essaye d'amener de la rentabilité économique, non pas pour nos professionnels, mais pour les collectivités. Parce que ces acteurs-là, eux, sont collectés par la collectivité. Ils sont assimilés aux particuliers, c'est-à-dire on paye la même taxe que les particuliers. On paye la TOM et à côté de ça, une redevance un peu spéciale, peut-être, je ne sais pas s'il y a des acteurs qui sont dedans, si je m'exprime bien, mais voilà. Donc aujourd'hui, pour leur faire comprendre que la rentabilité économique, aujourd'hui, c'est compliqué parce que d'une, ils sont prêts à faire le tri, beaucoup le font, mais derrière, ils le mettent dans quelle poubelle, puisque la poubelle n'existe pas. Il y a des points d'apport volontaire. Donc c'est très bien, en termes d'attractivité, on peut dire à ses salariés, super, il y a un point d'apport volontaire pas très loin, vous pouvez prendre ces biodéchets-là, les emmener là-bas. Sauf que derrière, on est aussi organisation professionnelle, nos adhérents, on se doit de leur amener la réglementation. Mais si vous voulez faire sortir votre salarié avec un petit sac de 20 kilos à 300 mètres de votre établissement public, Madame Bonneau, ici présente, qui s'occupe de l'aspect juridique, va vous dire attention, il faut modifier les contrats de travail. Faites gaffe. Et dans la démarche de massification de cette matière première secondaire, puisque vous l'avez très bien dit, il y a, je ne sais plus les chiffres, 1,9 million de tonnes aujourd'hui, c'est 1,9 million de tonnes s'ils sont bien massifiés, bien valorisés. Ça fait de l'engrais pour les agriculteurs, si c'est du compost pour que les légumes soient bons, que reviennent dans les restos. S'ils sont bien massifiés, je me tourne vers Trion, ça va nous faire de l'énergie, ça va amener du gaz. Donc la dynamique d'impliquer les petits métiers de bouche avec les particuliers sur une collecte dédiée va amener aussi une redevance pour les collectivités, puisque les acteurs sont prêts aujourd'hui à participer un petit peu. Et on préfère parler de massification, et en termes aussi, je vais aller plus loin, de transition environnementale. Est-ce qu'il vaut mieux dans une rue, alors je parle de Paris puisqu'on est sur Paris, d'avoir un opérateur de la ville qui prend les points d'apport volontaires, un opérateur privé qui prend les établissements de chez Sodexo, un autre opérateur qui prend les établissements petits privés. Total, à la finalité, pour un flux qui est à massifier, on se retrouve avec 18 camions, 18 opérateurs, on a tous du mal à... J'ai l'impression qu'ils ont du mal à mettre le service. Donc voilà, nous on essaye de pousser surtout les collectivités en leur disant voilà, vous aurez tout à y gagner. Vous aurez même à gagner à supprimer une collecte d'ordures ménagères, puisque quand cette matière première secondaire est dans la bonne poubelle, et que vous faites le tri du carton et le tri du verre, ça c'est le retour de nos professionnels, et ils ne comprennent pas pourquoi la poubelle verte elle est collectée tous les jours. On devrait la collecter 2 fois par semaine, ça suffit. Montons. Donc voilà un peu toutes les démarches qu'on essaye d'amener, mais aujourd'hui, après 10 années de, je dirais, commission RSE auquel on a, j'ai pas trop le terme, mais on a vraiment pilonné les adhérents, la réglementation, il faut y aller. Aujourd'hui, ils sont prêts à y aller. Certains sont même prêts à payer des redevances, puisque payer une redevance et participer à un ensemble global d'acteurs, ça lui coûtera toujours moins cher que d'aller vers un opérateur privé. Vous voyez, et ces acteurs-là, ces petits professionnels, surtout en ce moment, c'est pas évident, quoi. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, nous. Et les collectivités, qu'est-ce qu'elles répondent? Est-ce qu'il y a des villes un peu modèles, par exemple? Des villes un petit peu... Ouais, d'accord. Alors on va voir. À Paris, il y a eu un changement d'élu. Là, on va voir si les nouvelles équipes sont réactives et pertinentes. On a essayé de les pousser, on ne les lâche pas au niveau national. Puisque nous, on a 18 adhérents, beaucoup de petits qui sont hors la loi aujourd'hui parce que le service n'est pas présent. Et donc les collectivités, on essaye de leur amener à chaque fois le modèle, mais ils se sont plus... penchés, c'est peut-être c'est pas le débat des collectivités aujourd'hui, mais ils se sont penchés sur l'aspect réglementaire. Réglementaire, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut? Mettre des solutions de tri. Je vais te mettre un point d'apport volontaire là-bas, un là-bas, et allons-y gaiement. Et les petits restaurateurs, allez-y, faites-le.
Mais s'ils font ça, c'est pas un point d'apport volontaire qu'il faut. Si les métiers de bouche y vont, les restaurateurs, les boulangers, les petits primeurs, c'est 18. On va avoir des trottoirs sur Paris avec 18 points d'apport volontaires. Ça va pas massifier et ça n'appellera pas des solutions de capter cette matière première secondaire. Sur les 19 millions de tonnes de valorisées en énergie verte, en ce moment, enfin, on est capable de produire, je crois, 5-10% d'énergie verte en France grâce à cette matière première secondaire. Et vous mettez toute une dynamique des petits métiers de bouche qui sont prêts à le faire, sans aucun souci. Mais les retours qu'on a, c'est pourquoi est-ce qu'on doit emmener ça, et c'est au niveau national, là-bas, alors qu'ils nous collectent la poubelle d'ordures ménagères, Stéphane, le verre et la poubelle haute. Pourquoi le reste? Donc voilà comment est-ce qu'on essaye. On ne les lâche pas, mais c'est pas évident d'avoir des bons modèles de collectivité de territoire, mais on est tous ensemble derrière. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Et donc, Vincent, vous, c'est une solution que vous proposez. Quels gains peuvent être attendus en fait grâce à la valorisation des déchets? Je crois que les premiers gains, en fait, ce sont des gains qui sont invisibles. C'est une dépense en fait qui n'a pas lieu. On parle des taxes, on parle de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Cette TGAP, tout simplement, en fait, on ne peut ne pas la payer à la seule condition, c'est qu'on retire les biodéchets alimentaires de la fameuse poubelle d'ordures ménagères. Les biodéchets sur une poubelle d'ordures ménagères, c'est 30% du poids de cette poubelle. La TGAP, pour une idée, donc en fait, elle est en place pour l'incinération et l'enfouissement. On a donc mis une taxe en place pour ces deux opérations, ces deux traitements, pour justement inciter à la valorisation des déchets alimentaires. Donc si vous retirez 30% de votre poubelle sur laquelle vous avez une taxation pour l'emmener vers ces centres de traitement, vous avez en fait le déchet alimentaire est rempli d'eau, il est gorgé d'eau, c'est celui qui fait peser lourd dans vos poubelles. Si vous diminuez cette poubelle d'autant, c'est de l'argent en moins dépensé, tout simplement. C'est tout naturel, c'est une mathématique, mais c'est tellement simple. Donc 30%, on peut économiser 30% à peu près. Alors je dis pas par contre, on va rater aussi les rêves de chacun. Dans nos poubelles, on n'a pas d'or, ça se saurait. Ça reste un coût économique pour tout le monde. Donc effectivement, il y a un coût de collecte, il y a un coût de traitement. Mais pour autant, il y a des coûts qu'on peut diminuer. Et donc cette TGAP, on peut en faire abstraction si on fait bien son tri. Et donc après, on va peut-être en parler juste après, mais c'est aussi de l'accompagnement. Nous, en l'occurrence, on va aller sur les sites de nos clients, restauration, hôpitaux et autres, et on va effectivement les aiguiller, les former sur les bons gestes de tri, et pour éviter justement ce genre d'erreur et d'avoir une taxe à payer qui serait complètement ridicule. Oui, on va passer aux solutions concrètes. Laura, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, vous en avez déjà parlé, mais voilà, des solutions concrètes, et si vous avez peut-être des chiffres aussi de choses qui ont été mises en place par Sodexo? Oui, alors transformer le déchet en ressource, ça passe, alors c'est pas une solution, ça passe vraiment par un écosystème de solutions et de partenaires. Tout d'abord, c'est ce qui se passe sur site, tous les équipements qu'on va pouvoir mettre en place. On a différents types de solutions. On accompagne vraiment nos clients. Et c'est vrai que tout s'est accéléré. On était déjà très impliqués avant, et depuis 2024, avec la loi AGEC, ça a accéléré les choses. On a mis en place beaucoup de dispositifs sur site pour faciliter le tri. Vous parliez de l'accompagnement. Évidemment, la formation des équipes, c'est indispensable, c'est quotidien. Et on travaille là-dessus, nous, mais aussi on est effectivement bien accompagnés par nos différents partenaires sur le sujet. Donc je pense que tout commence vraiment avec la formation des équipes, la communication auprès des clients. Et ensuite, notre rôle, c'est d'identifier les prestataires de collecte et de valorisation qui sont les plus performants en fonction du contexte du site et du territoire dans lequel on se situe. Donc derrière, on a commencé à parler un petit peu des solutions, typiquement donc avec Moulineau par exemple, pour la méthanisation. Donc là, on va créer du biogaz d'un côté, et puis de l'autre côté un digesta qui va donc biogaz, énergie renouvelable, on en a parlé. Digesta de l'autre qui va aussi permettre de fertiliser le sol. On a d'autres prestataires, d'autres partenaires pour travailler, comme par exemple les alchimistes sur la partie compost, donc qui va aussi être une ressource utile qui va permettre de retourner à la terre. Dans des cas vraiment beaucoup plus à la marge, parce que ça concerne des très gros sites, et si tant est que d'un point de vue opérationnel, les solutions soient assez faciles à utiliser pour les équipes, on peut dans certains cas envisager la mise en place de biodigesteurs pour réduire déjà le volume sur site.
Mais bon, ça reste du pré-compost, c'est pas non plus une solution magique. Et ensuite, on a tout ce qui concerne il y a des flux particuliers, il y a les huiles aussi. On travaille beaucoup sur la fin de vie des huiles de cuisson usagées. Donc là, on a des prestataires aussi qui sont spécialisés dans la collecte de ces flux-là. On commence à les travailler aussi, grâce à la tech, on peut commencer à travailler ça sur site pour transformer les huiles en détergents. Donc dans une idée d'économie circulaire pour réutiliser, parce qu'on fait aussi, chez Sodexo, on fait du food service, mais on fait aussi du facility management. Et on va aussi pouvoir transformer ces huiles de cuisson en savon. Donc ça a été un projet qui a été porté très fortement par nos équipes en Asie notamment. Ils ont commencé ça il y a quelques années et ils redistribuent ces savons ensuite auprès des clients, des employés, sur les sites. Enfin, voilà, donc ça reste aussi en circuit, vraiment en circularité. Donc voilà pour quelques solutions concrètes sur la façon dont on peut travailler tous ces flux. Donc il y a vraiment un écosystème très complet de partenaires et de solutions. Oui, c'est ça. Donc, en parlant d'écosystème, c'est ce que vous disiez aussi, Stéphane, quand on est une PME, une TPE, ce qui est le cas de la plupart des restaurants que vous représentez, comment on fait justement dans tout ça pour essayer de sélectionner, de trouver la meilleure solution finalement? Alors, je vous dirais, il y a plusieurs solutions. Dans notre organisation, on ne prône pas qu'une solution, on en prône plusieurs, puisqu'on a certains acteurs adhérents qui sont dans des grandes villes, beaucoup de densité. Là, on va plutôt prôner une massification par le service public. Pour nos acteurs, c'est ce qu'il y a de mieux. On massifie, ça enlève. Je pensais tout à l'heure sur les actions du gaspillage alimentaire et du don alimentaire. On a beaucoup aussi d'hôteliers et d'hôtelières qui ne font que le petit déjeuner. Et tu peux te retrouver aussi des fois, enfin, quand tu as une trentaine de chambres ou une quarantaine de chambres, tu as 80 pains au chocolat. À la fin, il t'en reste peut-être une dizaine. Donc, ok, tu en donnes un peu au personnel, mais on les a mis aussi en relation avec des acteurs qui font du don alimentaire. Je ne donnerai pas les noms, mais vous les connaissez tous ici, je pense. Voilà, on essaye de pousser un peu toutes ces démarches-là. Et ensuite, on a aussi des acteurs qui ont un hôtel-restaurant qui est perdu au fin fond d'une vallée de la France. Là. Le camion de poubelle, il passe une fois toutes les 3 semaines. Ces acteurs-là, il y en a qui vont vers du compostage, donc ils se font faire des formations de maître composteur en interne. Il y en a qui vont vers des outils de stabilisation de matière, enfin un peu des réducteurs, des éco-digesteurs. Enfin, voilà, on n'est pas dogmatique, on prône des solutions de bon sens pour nos adhérents de manière à ce que cette filière, quoi qu'il arrive, ça parte en énergie, puisqu'on est capable d'en faire de l'énergie. Il y a des objectifs de 20% de gaz vert dans les tuyaux d'ici 2030. Si on va chercher toute cette matière-là, on peut arriver à amener non pas les 15%, mais au moins un bon pourcentage à l'intérieur. Et l'objectif tout à l'heure que parlait Vincent, c'est-à-dire la réduction de 30% des déchets dans les ordures ménagères d'ici 2030, ces 30%, Vincent l'a très bien dit, ils sont dans les poubelles d'ordures ménagères. À partir du moment où vous mettez une filière en place avec cette matière-là, il y aura des soucis au moins. La TGAP, c'est la taxe sur les activités polluantes, c'est tout ce qu'on met en décharge et en incinération. C'est 4 € de la tonne en plus. Donc aujourd'hui, tout le monde paye cher. Donc comment essayer de faire comprendre, nous, aux collectivités, que tous nos petits acteurs, adhérents, restaurateurs, hôteliers, traiteurs, et même les campings de plein air, quand on massifie cette matière première, secondaire, ça crée des emplois qui ont du sens, ça peut nous ramener de l'énergie et ça met tout le monde en conformité avec la loi. Et vous l'avez très bien dit, la loi, elle a oublié de le dire, mais c'est 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Mais c'est tellement lourd qu'on a même, nous, pour aller plus loin que ça, contacté Bercy, été les voir, leur disant vous avez mis combien d'amende? Ah, 0. Bon, tant mieux. Mais à un moment donné, peut-être il faut revoir aussi la sanction ou le bâton. C'est bien beau de mettre un bâton, mais il faut que derrière aussi il y ait une compensation. Il y a des solutions. Il y a des solutions et nous, on essaye de prendre des solutions avec des partenaires privés au sein de l'organisation, mais on ne peut pas pousser les adhérents à aller vers un même partenaire sur un territoire défini. Et on est ouvert, donc c'est à eux de choisir, mais les 3/4 de toute la population que nous représentons, on est en contact avec les collectivités, quoi. Et on paye les taxes et ils nous collectent le reste. Donc voilà, on est à leur disposition, on n'arrête pas de faire des réunions dans les ministères et tout pour leur prôner le gain économique et réglementaire qu'on peut mettre en avant, je trouve, les plus belles professions du monde, quoi, la restauration, l'hôtellerie et les traiteurs, quoi. Voilà ce qu'on essaie de faire.
Vous, Vincent, est-ce que vous avez un exemple d'entreprise ou un exemple un peu concret qui aurait optimisé la gestion et la valorisation des Au-delà déchets? d'une entreprise, en fait, je dirais que tous nos clients ont optimisé, c'est très bien et c'est tant mieux. On a une solution, nous, qui est facilitatrice. Euh, on va pas, on va pas dire à nos clients, stop, arrêtez le tri. Bien au contraire, continuez à faire ce que vous faites. Le carton a une filière, le verre a une filière, le papier a une filière, le plastique en a une autre, et le déchet, en l'occurrence alimentaire, en a une autre. Toutefois, nous, notre solution, c'est, en tant que facilitateur, on va accepter l'erreur humaine. Accepter l'erreur humaine, effectivement, c'est de se dire, dans ma poubelle de biodéchets alimentaires, je vais pouvoir retrouver peut-être de l'emballage. Parce qu'on va être capable de déconditionner. Donc on va pouvoir mettre des fruits et légumes complètement standards, des épluchures, des pommes, etc. Mais on peut en fait retrouver son filet de pommes de terre, son filet d'orange ou son yaourt à moitié plein. Bref, donc c'est la solution facilitatrice. Et une fois arrivé sur notre site, on va pouvoir en fait déconditionner. Pourquoi je dis ça en fait, c'est que les restaurants, ils n'ont pas forcément le temps. On parle de restauration, mais on parle également de restauration collective. Quand on a un hôpital et quand on lui dit, l'hôpital, les plateaux repas, va faire le tri, attendez, j'ai pas la place et puis j'ai pas la masse salariale pour le faire. Donc en fait, nous, cette solution, on lui offre, entre guillemets, c'est qu'on va faire le tri à sa place. Donc on va déconditionner l'ensemble de ce flux et on va pouvoir dissocier la partie organique de la partie emballage. Donc la partie emballage, elle va tout simplement être incinérée parce qu'on ne peut rien en faire. Donc ça, c'est 5% du volume. Et les 95% restants, effectivement, la solution, c'est de faire de l'énergie. Et puis ces 95% restants, on va donc les méthaniser, nous, sur place. Et on va faire donc du méthane qu'on va donc épurer, qu'on va renvoyer sur le réseau GRDF. Et on va faire un digestat, donc un fertilisant pour les sols. Donc voilà, ça, c'est des solutions qui sont complètement concrètes. Et effectivement, des solutions, il y en a pléthore et c'est tant mieux. Et j'en suis ravi. Moi, je n'étais pas du tout issu du milieu du déchet. Je l'ai découvert il y a maintenant 3 ans de ça. C'est un milieu qui est en pleine mouvance avec de plus en plus de solutions existantes. Et c'est en fait juste se dire, il faut juste interroger son client, connaître réellement ses besoins. Et il y a forcément aujourd'hui une solution qui lui est adaptée. Forcément. Et vous aviez un conseil numéro 1, vous m'aviez dit quand on a préparé, c'était le local. Aller vers le plus proche, en fait, la solution la plus proche. Oui, parce que effectivement, je vais enlever mon étiquette. Là, c'est Vincent Lioni qui va parler. En clair, c'est que qu'est-ce qui se passait par le passé, si on fait juste un constat, c'est qu'on avait des grosses unités perdues dans les campagnes, que pour massifier, effectivement, on envoyait les camions à tout va à 300 km de là pour en fait les alimenter. Et puis, en fait, donc c'est un non-sens écologique total, une empreinte carbone absolument dégueulasse, si je peux me permettre le mot. Et après, c'était même un non-sens économique, puisqu'en fait, cette matière massifiée au fin fond des campagnes, ça restait 3 jours, ça perdait de valeur méthanogène, et on était là pour faire de l'énergie, du gaz. C'est un peu bête. Donc nous, c'est de ce constat en fait qu'est né Trion, et donc on a inventé une unité de méthanisation urbaine, miniaturisée à 3000 m², qui puisse s'implanter plus près des villes, pour capter justement le déchet alimentaire qui vient de la ville et pas de la campagne. Qu'il n'ait pas besoin de voyager en fait loin. Exactement ça. Et en fait, même alors on n'est pas là que pour vanter Trion, mais en tout cas dans notre cas à nous, on s'est même implanté derrière un incinérateur qui est donc l'incinérateur Azalis, qui est l'incinérateur des Yvelines. Et donc, quand on récupère 5% justement de ces emballages, plutôt que de renvoyer un camion sur la route pour aller vers un incinérateur, on fait 50 mètres et on le dépose chez eux. Donc on a en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est hyper important, c'est que même économiquement parlant et écologiquement parlant, on a des réductions à faire de partout. L'empreinte carbone est absolument effarante, mais ça, c'est notre pays qui est ainsi fait. Moi, j'ai découvert que dans une commune, par exemple, je ne connaissais pas ça, j'ai découvert mon métier, dans une commune, on parlait de camions, de circuits de camions dans une ville, c'est incroyable, c'est effarant, c'est qu'une commune, vous avez des écoles primaires, élémentaires, des crèches, des EHPAD qui sont publics, vous avez des collèges et vous avez des lycées. Et chacun, c'est des strates. Vous savez, c'est le fameux millefeuille à la française. Donc la commune est la responsable de ces écoles, donc elle va faire un appel d'offres, elle va contacter différents collecteurs, d'accord. Donc ça fait donc un véhicule qui va donc gagner cet appel d'offres, qui va donc visiter cette ville, cette petite commune. Et puis cette même commune, donc elle a un collège. Mais le collège, c'est pas sa responsabilité. En l'occurrence, c'est le département. Donc, c'est le département qui va donc faire un appel d'offres, de nouveau.
C'est donc un autre collecteur qui va peut-être gagner, pas forcément le même, et donc c'est un deuxième camion pour cette même commune. Et après, on a le lycée. Le lycée, c'est toujours pas la commune, c'est pas le département non plus, c'est maintenant la région. Et donc la région va refaire un appel d'offres, et c'est encore un autre collecteur qui va peut-être gagner et qui va revisiter cette ville. Donc aujourd'hui, moi, mon plus grand rêve, ça serait de réunir en fait la commune, que celle-ci fasse une réunion avec tous les commerçants du coin, en disant voilà, il y a une solution, des solutions, ils sont là autour d'une table et on choisit juste la bonne pour écraser l'empreinte carbone de notre ville. Moi, je suis une petite ville, une petite commune de 1200 habitants à Plailly, dans l'Oise, entre Senlis et Chantilly. J'en ai ras-le-bol de voir des camions circuler dans ma ville. Voilà, rien que ça. Oui, ça ferait autant de camions en moins, en fait, dans le flux. On va passer, si ça vous va, on va passer aux questions s'il y en a. Est-ce que quelqu'un veut poser une question Est-ce que vous auriez un conseil pour une organisation, soit de petite taille, soit de taille plus grande, qui voudrait commencer sa transformation? Parce que vous l'avez mentionné, là on parle des déchets, vous avez mentionné un écosystème de solutions ou des petits pas. Mais quand on parle en plus de la RSE au global, on a en plus des considérations sociales, sociétales, d'engagement sur la communauté locale, etc. Donc comment commencer sa transition, soit quand on est un petit acteur, soit quand on est un grand groupe? Vous prenez une adhésion au GHR. Ça va bien se passer. Madame Bouvard, qui est là aujourd'hui, mais qui est cachée, elle va vous accompagner. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je dirais que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si on est assez méthodique et se dire, partir du principe qu'il faut agir sur toute la chaîne de valeur, là où on a le plus d'impact, donc commencer vraiment par limiter, parce que, encore une fois, le déchet qui n'a pas été produit, ça reste le meilleur déchet. Et à partir de là, s'assurer qu'on mesure pour bien comprendre vraiment où vont les déchets concrètement, quelles sont les sources primaires, les sources principales. Et c'est ce qui va faciliter derrière ensuite justement le tri, l'efficacité du tri. Et c'est ce qui va aussi diriger assez naturellement ensuite vers le choix de tel ou tel acteur pour la collecte et la valorisation. Voilà, donc je pense que c'est effectivement de suivre les étapes une à une au fur et à mesure de la chaîne de valeur. GHR. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser aux intervenants, intervenantes? Peut-être qu'on pourrait... je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que la réglementation, on en a quand même parlé, est-ce que c'est un frein ou un accélérateur aujourd'hui pour... Non, c'est génial. Moi, au contraire. On incite à la valorisation d'un déchet qu'on enfouissait auparavant ou qu'on brûlait. C'est quand même déjà une incohérence. C'est gorgé d'eau, on disait le déchet alimentaire, et on arrivait en fait à brûler de l'eau. Donc c'est complètement débile. Donc du coup, en fait, on a une loi, la loi AGEC, qui s'est durcie avec le temps, et c'est tant mieux, qui justement en fait incite, oblige plus même, à valoriser ces déchets alimentaires. Donc je trouve ça très bien. Maintenant, c'est au-delà de cette loi, au-delà de cette obligation, c'est comment effectivement on accompagne les restaurants, les hôtels, l'ensemble des gens concernés, vous et moi, nous les Kidam en fait, on est tous concernés par cette loi AGEC. Donc comment après on accompagne en fait cette masse pour en fait faire le bon choix de valoriser ces déchets. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez sur la réglementation? La réglementation, au moins, il y a un cadre, c'est posé, on sait quoi dire aux entrepreneurs, nous on sait quoi leur remonter. Maintenant, cette réglementation avec 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement, c'est un gros bâton qui n'a toujours pas fait avancer rien du tout en 10 ans. Donc nous on dit ok la réglementation, mais qu'est-ce que vous faites d'une loi si vous contrôlez nos petits adhérents, nos petits indépendants, qui le service public ne met pas en place la solution? On a eu le souci avec une adhérente hôtelière, je n'aurai pas de nom, qui a eu un contrôle dans son hôtel, parce que malheureusement, ça arrive des fois, et on n'est pas tout à fait en accord avec la réglementation. Elle vendait des bouteilles plastiques, le contrôle a dû peut-être mal se passer, elle avait 40 chambres. L'inspectrice, elle lui a dit où est-ce que vous triez vos déchets, donnez-nous une facture.
Elle était affolée, cette dame, puisque c'est quoi l'histoire? Et Stéphane, j'ai 40 petits déjeuners, j'ai 80 pains au chocolat, là. Et elle m'impose. Donc il a fallu qu'on lui amène la solution, nous, en lui disant, voilà, tu vas au point d'apport volontaire à côté, tu lui donnes cette réponse-là, fais-le si tu veux. Mais voilà, c'est tendu, c'est inquiétant pour les professionnels. Quand on parle de réglementation, on parle de 75 000 € d'amende. Donc à un moment donné, il faut peut-être revoir l'amende, ou sinon que les collectivités, cette amende-là, vous allez la mettre aux collectivités qui ne font pas leur taf. Et là, on est d'accord. Là, ça va coûter encore plus cher. Mais le cadre de loi, il est donné. Les acteurs sont prêts à le faire. Les gros professionnels, ils ont bien compris qu'il fallait passer par un acteur privé. Ils le font, déjà depuis longtemps. Et maintenant, occupons-nous de nos petits professionnels, de nos petits métiers de bouche qui sont capables de permettre de massifier toute cette matière au niveau des territoires urbains et denses. Allons-y. Mais parlez pas de contrôle, parce que sinon... les organisations professionnelles, et pas que le GHA, on ne va pas être contente du tout, surtout pour les petits adhérents. Puisque ça fait 10 ans qu'on leur propose et qu'on leur amène la solution sur un plateau, comme disent les serveurs, et que derrière, ils ont du mal à la prendre. Donc c'est compliqué. On a des adhérents qui sont soucieux, aussi bien des traiteurs que des hôteliers, que des petits restaurateurs, mais même des gros, ils nous disent qu'est-ce qu'on fait, quoi. Oui, Donc c'est pas évident. Et la loi est là, et on se doit, nous, en tant qu'organisation professionnelle, de pousser nos adhérents à aller vers la loi, quoi. On est là pour ça, nous. On n'est pas là pour leur apprendre à cuisiner. Hein. Et vous, Laura, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt un levier ou plutôt un frein, cette réglementation? Moi, je pense que c'est clairement un accélérateur, donc c'est très bien, parce que tout ce qui accélère et qui force l'action est forcément une bonne chose, parce qu'on va aller vers le progrès, même si effectivement l'amende est conséquente, et surtout pour des petits restaurateurs. Après, chez Sodexo, on n'a pas attendu la réglementation non plus pour avancer. Ça fait longtemps qu'on est engagé pour la gestion de ces biodéchets et pour réduire, pour agir, pour valoriser. Et tout simplement parce que c'est un sujet c'est un sujet stratégique qui touche à la fois les coûts, qui touche l'environnement, donc le climat, et puis la responsabilité. Donc il ne faut pas attendre effectivement que la loi se durcisse, mais clairement, ça a permis d'accélérer aussi. Oui, ça donne un cadre en fait et un cap également. Après, si je peux me permettre, dans la restauration, mais pas qu'à Paris, mais au niveau national, il y a longtemps, les anciens, ils jetaient pas grand-chose. Hein. Les épluchures, elles partaient en nourriture animale. Il y avait des collectes, ce qu'ils appelaient les seaux à cochons. Ça partait là-bas. Moi, ma grand-mère, je suis issu de la 3e génération de restaurateurs. Le pain, s'il n'allait pas chez les éleveurs de chevaux ou de poulets, il terminait en pain perdu en dessert du jour. Et le marc de café, les jardiniers, ils venaient vous le chercher sans problème. Donc voilà, on fait que essayer de remettre ce que faisaient les anciens avec un peu de 2.0, mais le bon sens était déjà présent il y a très longtemps chez nos professionnels. Hein. Il y a juste à mettre le service en place par les bons donneurs d'ordre aujourd'hui, c'est tout. Ça fait partie d'un cuisinier. Normalement, il doit savoir, quand vous lui rentrez un saumon entier, il va vous lever les filets, et puis avec la tête, il risque de vous faire un fond. Et même avec la peau, il va vous la faire griller, il va vous la mettre en décoration. Donc vous voyez, on jette rien. Hein, et c'est le plus grand cuisinier de France qui a dit ça. Pour moi, c'est Guillaume Gomez. Hein, il dit trier ses restes alimentaires, ça fait partie de la gastronomie. Dans la gastronomie française, on travaille les restes puisque ça fait des sauces et ça fait pas mal d'accompagnement derrière. Donc c'est ancré dans nos professions. Hein. C'est très simple pour nous, pour nos professionnels, d'écarter la nourriture. Les cuistots, ils bossent avec. Donc la mettre de côté... c'est simple comme tout. Et en salle, des rochers, il n'y a que de la bouffe. Donc voilà, on a essayé aujourd'hui d'amener des simplicités à nos professionnels. Tout le monde est prêt, beaucoup de gens sont prêts à y aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Ouais, à lever. Et moi, j'ajouterais quelque chose, c'est aussi, on parle à la limite là, des gens qui sont investis, qui sont désireux de faire les bonnes choses, mais il y a aussi ceux qui ne trouvent pas forcément une bonne issue, ou ceux qui freinent des deux pieds en disant attends, quand j'aurai un contrôle, je verrai. Alors c'est des petits, c'est des gros, c'est des moyens, peu importe, mais en tout cas ils ne sont pas en conformité. Moi en fait je vous invite tous ces acteurs, toutes ces personnes en fait à juste regarder, prendre du temps, juste regarder vos cuisines, regarder vos tables de tri, regarder ce qu'il y a dans vos poubelles. Effectivement, la gâche alimentaire c'est juste une horreur. Moi je découvre et je vois maintenant depuis 3 ans en fait, cette gâche alimentaire, ce volume en fait que je collecte, c'est des fois en fait assez astronomique. Donc la gâche alimentaire, c'est juste pas possible. Donc moi, je vous invite vraiment à ouvrir vos poubelles, regardez ce qu'il y a dedans. Juste regardez le côté sac transparent. Alors nous, on est vachement contents.
une obligation pour nous, parce que comme ça on va se dedans, on voit la dangerosité de ce qu'il pourrait y avoir dedans, ça c'est hyper important, mais au-delà de ça, c'est qu'effectivement on voit. Et je crois que le maître mot de ça aujourd'hui, c'est juste regarder, identifier ce que vous avez. Vous avez en fait de l'argent dans vos poubelles, et pas de l'argent pour se mettre dans la poche, non, non, vous avez de l'argent qui est jeté à la poubelle. Elle va finir en valorisation, mais c'est de l'argent qui est jeté. Donc la gâche alimentaire, ce n'est plus possible. Au regard de ce qui se passe autour de nous, au regard de l'actualité, au regard des gens, en fait, ouais, il y a pauvreté dans notre pays quand même. Donc en fait, au regard de, ne serait-ce que pour les respecter, bah, faites attention à votre gâche alimentaire. Regardez vos poubelles, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait... Oui. Bonjour, je m'appelle Arnaud Dubois, société Gaiapolis. Nous sommes une société engagée pour le traitement et la valorisation des déchets. Et donc, je voulais vous dire que hier, par exemple, il y avait une réunion avec l'AFNOR qui a créé un comité pour la valorisation et le tri des déchets. Je voulais y participer, si possible, parce que le groupe était déjà constitué, il y a l'ADEME, il y a énormément de gens, mais des gens comme votre association n'étaient malheureusement pas présents hier, et pourtant ça vous concerne les premiers. Il y aura des nouvelles normes qui vont être mises, qui sont plus dures, plus difficiles, mais qui sont plus claires pour 2027, donc ça vient vite, et tout le monde peut y participer, puisque c'est public. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, on parle de la valorisation, et donc nous, on a axé notre valorisation sur le circuit court, et on pense que les meilleurs acteurs et les meilleurs partenaires pour travailler avec, pour valoriser chaque site, chaque utilisateur, c'est de travailler avec l'économie circulaire et d'avoir un impact environnemental immédiat, mais également un impact social, sociétal. Et donc là, on retrouve un peu les principes de monsieur des grands-parents, mais bon, je visite beaucoup de restaurateurs, d'hôtellerie, on essaie de comprendre, parce que c'est une des catégories, une des 13 catégories avec lesquelles on travaille, mais ils n'ont pas toujours l'envie d'écouter ce qui se passe, ils attendent d'être forcés, comme vous le dites, mais il y a aussi d'autres problèmes. Il y a un problème financier, les restaurants vont pas très bien, ils ne sont pas obligatoirement finançables pour avoir des nouveaux équipements, et si jamais ils l'étaient, ils ont un problème également de place, parce qu'ils n'avaient pas prévu à l'origine dans leurs organisations d'avoir la possibilité. Alors après, c'est là où il y a la discussion avec les villes, et la ville, c'est pas uniquement la ville seulement, c'est l'agglomération, puisque là, ça se passe au niveau de l'agglomération. Donc là, on a eu des élections, donc on pouvait rien faire. Et là, les élections sont passées, et on est à nouveau, on ne sait pas où on va. Donc pour voir ça. Pourquoi ? Parce que on devrait avoir des points de collecte, par exemple, peut-être par exemple sur une ville où je connais très bien, qui s'appelle Bandol. Ben, vous avez tous les restaurants qui sont en façade, comme vous en avez partout face à la mer. Mais où est-ce qu'on va mettre le local, et comment on va en période touristique où il y a des vrais problèmes de circulation, faire qu'on va pouvoir éliminer les ordures. Et vous imaginez toutes ces villes au soleil et l'impact que ça peut avoir d'avoir les odeurs, et quand les déchets ne sont relevés qu'une fois par semaine, même 2 fois. Donc il y a une vraie volonté. Donc on a une discussion très intensive avec des grandes villes comme Paris, que vous en parliez, où il y a une vraie volonté de faire, et notamment récemment, là on a des prochains rendez-vous qui vont être vraiment déterminants. Il y a aussi la ville de Cannes, qui a énormément fait d'essais sur différents types de systèmes, avec la collecte, avec le badge, ils ont tout essayé, et à la fin, le restaurateur, il fait bien son travail, mais par contre, il met un sac plastique dedans, avec les ordures. Alors quand vous mettez un sac plastique dedans, vous le savez très bien pour la méthanisation, comment on va faire pour faire un retour à la terre quand il y a du plastique ? Comment on fait pour éviter comme l'a fait l'Office de la biodiversité, de dire attention, la méthanisation, on a un problème avec les plastiques qu'on remet dans les sols, ou l'INRA qui a fait d'amende. Donc comment on arrive à avoir tous une discipline collective, parce qu'on se sent engagé, parce que comme vous le dites, c'est une vraie ressource fertile qui n'est pas suffisamment utilisée. Et moi je pense qu'on devrait tous se réunir pour essayer d'aller dans ce bon sens. Et tout passe avant tout par le tri. Parce que si le tri est bien fait, on aura moins de problèmes. Voilà. Et donc la première chose, c'est dans les restaurants, c'est le tri. Et ensuite, en fonction de leurs moyens, en fonction des possibilités techniques, chacun choisira un système qui lui convient. Mais je le redis, sur du circuit court, définitivement. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais vous dire, pour les amendes, c'est pas 75 000, ça va jusqu'à 750 000 malheureusement. Voilà. Mais bon, ça ne concerne pas obligatoirement les restaurants. Mais on en reparlera, parce que c'est vrai qu'on a prendre cette législation, et pourquoi mettre un chiffre pareil s'il n'y a rien qui se passe, et d'un autre côté, si ça se passait, est-ce que ça a du sens ? Je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup à tout le monde de votre attention et on vous souhaite une bonne fin de salon.